soir, mais nous sommes en tout cas, Laure et moi, ravis de vous retrouver pour notre programme Link qui donne le top départ de 7 conférences qui vont avoir lieu entre ce soir et le mois d'octobre. Donc ce soir, nous avons l'immense plaisir de pouvoir échanger avec le professeur Vivier, qui est l'un des experts internationaux qui œuvre au développement des immunothérapies appliquées au cancer. Merci, professeur Vivier, d'avoir répondu à notre invitation. Et donc, professeur Vivier, je vais essayer de ne pas le faire en verlan cette fois. Vous êtes professeur des universités en immunologie et praticien hospitalier à l'assistance publique des hôpitaux des universités ex-Marseille. Vous êtes directeur scientifique de Inet Pharma et vous avez dirigé le centre d'immunologie de Marseille-Lumini de 2008 à 2017. Professeur Vivier, vous êtes donc l'un des pionniers dans le domaine de l'immunité innée et ce soir, donc, nous sommes extrêmement chanceux de vous avoir avec nous. D'autant que cette thématique a été très demandée par les auditeurs que nous avons de façon régulière, qu'ils soient patients, proches ou grand public, parce qu'il est vrai que la pandémie nous a fait découvrir beaucoup l'immunologie, mais c'est vrai que cette révolution de l'immunologie appliquée au cancer, qui a commencé il y a quelques années, est une innovation thérapeutique, mais également un changement en termes d'éligibilité des patients, de suivi, que ce soit l'efficacité, la tolérance, etc. Et donc, nous avons eu ce soir beaucoup de questions que Laure et moi, nous ferons un plaisir de vous transmettre. Donc, merci beaucoup d'être là. Je vais juste vous faire un point technique avant que je n'oublie. Donc, vous avez 2 onglets sur le côté, un onglet chat et un onglet questions. L'onglet chat, donc vous l'avez compris, c'est pour les bonsoirs. Donc, bonsoir de l'Essonne, Montpellier, etc. Bienvenue à tous. Nous sommes ravis. Et un onglet questions sur lequel vous pouvez poser vos questions, à condition bien sûr qu'elles soient d'ordre général. Cette plateforme n'ayant pas vocation à être une téléconsultation. Pour toute question relative à votre état de santé ou à celle d'un proche, rapprochez-vous de votre équipe soignante ou de votre médecin. En tout cas, le docteur de bureau est également là pour répondre par écrit à vos questions si besoin. Voilà, et bien écoutez, très bonne conférence et je laisse la parole à Laure qui sur ses réseaux a des groupes de patients traités par immunothérapie. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir, professeur Éric Vivier. On est ravis, nous aussi, avec l'association Patients en Réseau, de vous avoir ce soir. Notre association Patients en Réseau propose donc des réseaux sociaux dans le champ du cancer du poumon, du sein, gynéco et colorectal. Et c'est finalement sur mon réseau cancer du poumon que nous avons le plus de patients qui sont aujourd'hui traités par immunothérapie, qui partagent régulièrement, j'allais dire, à la fois leur parcours, leurs questions, leurs besoins. Et sur les autres réseaux, finalement, l'immunothérapie est plutôt présente à travers des essais cliniques. C'est un immense espoir pour d'autres patients et ça, finalement, ça suscite aussi beaucoup de questions de quand est-ce que ça va arriver, pourquoi, pour qui. Donc, eh bien, on vous propose donc de nous donner j'allais dire un peu un champ de cette révolution qu'est l'immunothérapie pour les patients, pour déjà qu'on la comprenne mieux. Et puis après donc votre présentation, on a préparé et remonté déjà quelques questions et on prendra bien évidemment vos questions à vous tous qui êtes là ce soir pour profiter de cette soirée d'échange. Écoutez, merci beaucoup pour cette invitation. Si je peux avoir la première diapositive. Donc, l'idée ce soir, en fait, c'est de partager avec vous une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, en fait, c'est le fait que la communauté scientifique a pu, à travers une recherche purement fondamentale, c'est l'histoire que je vais vous raconter, mettre en place des traitements qui ont révolutionné la prise en charge de nombreux cancers. Bien évidemment, et malheureusement, on n'est pas au bout de la route. Il y a beaucoup trop de patients aujourd'hui qui sont dans des situations sévères. Mais pour autant, la tonalité de cette soirée, ça va être vraiment de partager avec vous cette bonne nouvelle. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous retracer l'histoire des événements, des choses, des hommes et des femmes qui ont abouti à cette révolution de l'immunothérapie.
Alors, bien sûr, le mot révolution est un peu galvaudé. Là, je ne vais pas vous parler du passage du petit iPhone au moyen iPhone. Je vais vous parler vraiment de quelque chose qui marque l'histoire de l'humanité, l'histoire de la médecine, qui définit un avant et un après. Et en fait, j'aime bien prendre comme point de repère, comme image, celle de la découverte des antibiotiques. Vous savez, dans les années 1925, donc il y a pratiquement 100 ans, hein, Fleming découvre, non pas du tout par chance, mais par génie, les antibiotiques. C'est une milestone, une borne dans l'histoire de l'humanité, puisque grâce à cette découverte, on va pouvoir enfin combattre beaucoup de maladies bactériennes. On sait que pas toutes, mais quand même. Et bien aujourd'hui, donc 100 ans plus tard, on est encore en train de faire des antibiotiques. Et bien là, l'histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire qui est au début. C'est-à-dire que l'immunothérapie, eh bien, c'est comme les antibiotiques en 1925. C'est-à-dire que vous allez voir qu'il y a beaucoup de questions, hein, comme je vous l'ai dit, il y a encore des patients qui sont trop souvent dans des pathologies sévères pour lesquelles l'immunothérapie n'offre pas forcément de réponse et c'est malheureux. Mais pour autant, l'immunothérapie a ouvert véritablement une voie nouvelle dans le traitement des cancers et c'est encore une fois cette histoire-là que je vais essayer de vous raconter. Diapositive suivante, c'est moi qui la passe. C'est moi qui la passe. Oui, donc, quelques mots quand même personnels de disclosure, comme on dit en anglais. Vous allez voir que, bien évidemment, je vais vous parler de l'histoire de nombreux groupes, qui soient des groupes de chercheurs ou des groupes des médecins qui ont participé à cette découverte de l'immunothérapie. Mais à la fin, j'ai pris un petit peu la liberté de vous présenter aussi les travaux qui sont les nôtres. Et quand je dis les nôtres, c'est à la fois les travaux qui ont été effectués au Centre d'immunologie de Marseille-Lumini, à Marseille, au sein aussi de Marseille Immunopole, qui est une grande fédération que j'ai l'honneur de coordonner et qui réunit toutes les forces vives en immunologie sur la métropole d'Aix-Marseille. Et puis aussi à Innate Pharma, société de biotechnologie qui a été créée il y a un peu plus de 20 ans sur le territoire marseillais. Et vous allez voir, donc tous ensemble, chercheurs, médecins et collègues de l'industrie pharmaceutique, essayons de travailler ensemble pour offrir des solutions thérapeutiques à des patients qui en ont besoin. Donc ça, c'est ma première disclosure. La deuxième, c'est que certaines des illustrations que j'ai partagées avec vous ce soir, elles viennent d'un livre que l'on a écrit avec mon collègue Marc Dahéron, qui a été directeur de la division d'immunologie de l'Institut Pasteur de Paris, et avec lequel nous avons écrit cet ouvrage qui reprend en fait, hein, ou c'est plutôt moi qui vais reprendre le fil de cet ouvrage qu'on a publié aux éditions Odile Jacob il y a maintenant 2 ans. Alors, je vous interromps juste. On va mettre sur le chat le lien vers le livre, comme ça vous aurez toutes les informations voilà, pour les internautes. Alors, je vais commencer par quelques diapos, quelques illustrations qui viennent de la clinique et qui vont illustrer ce que peut faire l'immunothérapie. Et ce que peut faire l'immunothérapie, c'est notre objectif à tous qui travaillons dans ce secteur pour l'ensemble des cancers. Il s'agit ici d'un mélanome métastatique. Vous reconnaissez certainement donc le mélanome au niveau de l'aine de cette patiente. Et vous voyez, malheureusement, sur le scanner, vous avez au niveau du foie, vous avez une hétérogénéité dans le foie. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Vous voyez ma souris quand je fais ça? Non? Ok. Bon, j'ai mis ma souris sur une tache qui est plus foncée à l'intérieur du foie. Et cette tache, en fait, c'est un processus métastatique, c'est une métastase hépatique. Alors, il se trouve que ces pathologies peuvent être très sévères et quelquefois non contrôlées. Comme vous pouvez le voir sur cette diapo, vous voyez l'étendue manifeste du mélanome au niveau de l'aine, mais aussi l'aggravation de la pathologie métastatique au niveau du foie. Eh bien, ce que fait l'immunothérapie, c'est ça. Et c'est cette histoire-là que je vais vous raconter. C'est-à-dire qu'on est en face, grâce à l'immunothérapie, de résultats totalement sans précédent dans le contrôle de pathologies graves, de pathologies sévères, de pathologies qui peuvent être métastatiques au diagnostic et pour lesquelles on n'avait rien à proposer aux patients il y a encore moins d'une dizaine d'années.
Alors, voilà le menu pour ce soir. Donc, l'immunité contre le cancer, histoire d'une révolution médicale, c'est le titre de l'ouvrage dont je vous ai parlé. Donc d'abord, on va essayer de définir ensemble ce que c'est que le cancer, qu'on soit tous sur la même page. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un cours d'oncologie ou de biologie cellulaire, mais juste, il y a quelques points fondamentaux que vous, qui de près ou de loin, êtes confrontés à cette maladie, puisque vous êtes là ce soir, et qui n'est pas de toute façon touché par le cancer. Donc pour que tous on soit sur la même page, encore une fois, et qu'on puisse parler le même langage. Car l'idée, encore une fois, c'est que vous puissiez comprendre 100% de ce que je vais essayer de vous raconter ce soir. Et franchement, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser des questions. Si vous souhaitez m'interrompre, si c'est possible, moi, ça ne me pose aucun problème. Le deuxième volet de la présentation de ce soir, ça sera le système immunitaire. Donc effectivement, là non plus, ce ne sera pas un cours d'immuno. Je rêverais de vous donner un cours d'immuno, mais ça pourrait durer des jours. Donc on va essayer de se limiter à quelques minutes pour que vous ayez les fondamentaux de qu'est-ce que c'est que le système immunitaire. Et puis bien sûr, la troisième partie, ça sera la réunion des deux premières, c'est-à-dire l'immuno-oncologie, une introduction, une exposition à cette science nouvelle qui n'existait pas il y a encore quelques années, et qui est issue de l'immunologie, qui est la science de l'immunité, et de l'oncologie, qui est la science du cancer. L'immuno-oncologie, c'est la science qui s'intéresse au contrôle du cancer par notre propre système immunitaire, fût-il boosté par des médicaments, et c'est ça que je vais vous raconter. Et puis finalement, une dernière partie qui est aussi importante, me semble-t-il, dans laquelle on parlera des enjeux médicaux, enjeux scientifiques, mais aussi enjeux sociétaux devant cette immunothérapie. Alors, d'abord pour commencer, bien évidemment, le cancer est un challenge majeur. Je pense que c'est une nouvelle pour personne. Donc, quelques chiffres ici quand même, parce que ces chiffres donnent une idée de ce qui se passe, surtout qu'on peut les mettre en regard de ce qui se passe pour la pandémie Covid-19. Le cancer, c'est 15 millions de personnes par an. Enfin, c'était 15 millions de personnes par an en 2015. Les prévisions, c'est 24 millions de personnes par an dans les 20 ans qui viennent, dans moins de 20 ans, hein, dans les 15 ans qui viennent. Donc, vous voyez que pour tout un tas de causes dans lesquelles je ne vais pas rentrer, hein, je ne vais pas rentrer dans les causes du cancer, mais vous savez que les causes du cancer peuvent être à la fois génétiques, microbiennes, environnementales, et l'ensemble de ces causes fait en sorte que malheureusement notre société est plus propice au développement de ces pathologies tumorales. Donc on est vraiment devant un problème majeur. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que c'est qu'une cellule cancéreuse? Qu'est-ce que c'est qu'un cancer? On va commencer par une cellule normale. Donc, une cellule normale, en fait, vous voyez, c'est ce petit objet qui est vraiment l'unité centrale de la vie. Hein. Et en fait, ce qui est très important dans cette cellule, c'est la membrane. C'est ce que vous voyez en gris foncé, c'est-à-dire cette membrane, elle va définir un intérieur et un extérieur. Et à partir de là, la vie s'organise. Alors, c'est vite dit, hein, et encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que notre matériel génétique, ce qui nous fait en réalité, est contenu à l'intérieur du noyau qui est lui-même à l'intérieur de la cellule, vous voyez là, en gris clair. C'est ce qu'on appelle l'ADN, hein, qui est la molécule qui contient cette information génétique. Et en réalité, vous avez sur la membrane de cette cellule aussi des récepteurs. Vous voyez, ce sont ces récepteurs en noir qui servent en réalité à la cellule à dialoguer avec l'extérieur. La cellule, elle n'est pas bloquée sur elle-même en discutant, en dialoguant avec personne. Au contraire, la cellule, elle reçoit des messages, elle va émettre des messages. Eh bien, il se fait que ce sont ces récepteurs de surface, comme vous voyez ici, qui vont assurer ce dialogue entre l'extérieur et l'intérieur de la cellule. Et là, vous voyez une molécule qui est ronde, noire, hein, les petits cercles noirs représentent des molécules qui vont être reconnues grâce à ces récepteurs. Ces récepteurs sont comme des yeux, hein, ou des oreilles, ou des nez, ce que vous voulez, en tout cas des détecteurs, des capteurs de l'information biologique. Et là, ce que vous voyez, c'est que le signal moléculaire rond noir va être détecté par ce récepteur noir, ça va se transduire à l'intérieur de la cellule, cette flèche rouge, et ça va se traduire par une modification au niveau du programme génétique de la cellule qui va faire en sorte de répondre à cette stimulation. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cas d'un cancer? Vous voyez là un épithélium simple, un épithélium monocouche, où vous avez donc une couche de cellules qui se touchent, qui sont cubiques, qui sont bleues, et puis il y a une cellule qui est rouge. Cette cellule rouge, c'est le début
du cancer, en fait, c'est une cellule qui va avoir reçu une mutation dans l'ADN. Je reviens sur la diapo précédente. L'ADN, c'est cet acide qui est à l'intérieur du noyau, qui est le récipiendaire ou le détenteur de notre information génétique. Et vous voyez que là, et je vais revenir sur qu'est-ce que c'est qu'une mutation, cette cellule-là a reçu une mutation. En fait, elle a reçu beaucoup de mutations. On s'aperçoit depuis l'avènement de certaines technologies comme le séquençage à haut débit qu'en réalité, il faut généralement beaucoup de mutations, la même cellule, pour qu'elle fasse ce qu'elle fait là, c'est-à-dire qu'elle passe du stade 1, où elle est toute seule, au stade 2. Et le stade 2, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on s'aperçoit que la cellule tumorale, la cellule qui a été mutée, la cellule précancéreuse, devrais-je dire, elle ne peut plus contrôler sa prolifération. Est-ce que vous voyez en 3? Est-ce que vous voyez en 4? C'est-à-dire que la cellule qui ne peut plus contrôler sa prolifération, eh bien, elle va passer de 1 à 2, de 2 à 4, de 4 à 8, de 8 à 16, etc., etc. Et ça va donner une tumeur localisée, c'est l'image 3, ou une tumeur qui est localisée et disséminée, et ce sont les fameux processus métastatiques, c'est ce que vous voyez dans l'image 4. Alors, pour revenir sur l'aspect un peu plus moléculaire, ce que vous voyez en haut, c'est de l'ADN normal, et cet ADN normal, par exemple, il peut coder, on appelle ça, pour un facteur de croissance. Et vous avez, par exemple, ces récepteurs noirs dont je vous ai parlé précédemment, qui sont des facteurs de croissance, c'est-à-dire qu'ils vont faire croître la cellule, uniquement quand il y a le petit rond noir. Vous vous rappelez, je vous ai parlé de ce message biologique qui va rentrer sur le récepteur. Et bien là, vous voyez dans l'image du haut qu'il n'y a pas de ce rond noir, et comme il n'y a pas ce rond noir, les cellules, elles sont bleues, elles sont normales, elles sont tranquilles, elles ne prolifèrent pas. Ce que peut faire une mutation, c'est juste un exemple, eh bien, c'est introduire donc une différence dans l'ADN qui va se traduire par une différence dans le récepteur. Et là, pour le coup, le récepteur va pouvoir fonctionner sans qu'il y ait le petit rond noir. C'est-à-dire que le récepteur fonctionne comme s'il avait reçu le message biologique d'entrée en prolifération, sauf qu'il n'y avait pas de message biologique. Et donc, ça donne naissance à cette prolifération anarchique des cellules qui est caractéristique du cancer. Alors, vous voyez, ce n'était pas un cours très très long, on a juste besoin de savoir ça pour comprendre ce que je me propose de partager avec vous ce soir. Alors, maintenant qu'on a fini le cancer, on va passer au système immunitaire. Qu'est-ce que c'est que le système immunitaire? Alors, le système immunitaire, c'est quelque chose d'extrêmement beau. Déjà, pour commencer, premièrement, c'est un système, ce n'est pas un organe, ce n'est pas le foie, ce n'est pas le cœur, qui sont des organes localisés. Le système immunitaire, il est partout, comme le système nerveux, par exemple. Et là, vous voyez sur cet écorché, effectivement, une représentation d'où peut être le système immunitaire. En fait, il est partout. Le système immunitaire a aussi des usines à faire de la réponse immunitaire, et ces usines à faire de la réponse immunitaire, ce sont les ganglions. Ganglions que vous palpez quelquefois dans le cou de vos enfants, parce que les enfants ont cette propension à avoir des gros ganglions pour un motif microbien ou un autre. Et puis, il n'y a pas que les ganglions, il y a aussi une partie de la rate, il y a aussi une partie du thymus, il y a aussi la moelle à l'intérieur des os longs, la moelle osseuse que vous voyez représentée ici en jaune. Et puis, vous avez des circuits de circulation de toutes ces cellules qui vont composer le système immunitaire, qui sont les vaisseaux lymphatiques et qui sont partout dans notre organisme. Donc, le système immunitaire, c'est partout et tout le temps. Quelque chose de fondamental, c'est que le système immunitaire est juste indispensable à la vie. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas imaginer un animal, nous sommes des animaux, je vous le rappelle, qui n'ait pas de système immunitaire. Ça n'existe pas. Et là, vous voyez notre collègue Alain Fischer, qui est redevenu pour une deuxième fois célèbre, parce que c'est Monsieur Vaccin, qui est nommé par le gouvernement il y a peu, pour développer les vaccins anti-Covid en France. Et Alain est un pédiatre à l'hôpital Necker, avec lequel je collabore depuis maintenant des années. Et il se trouve qu'Alain a été un des pionniers dans les traitements des bébés bulles. Alors vous allez voir pourquoi je vous parle des bébés bulles. Là, vous voyez un bébé bulle de manière évidente. C'est un bébé qui est dans une bulle. Alors pourquoi ce bébé est dans cette bulle? Parce qu'il a une anomalie génétique qui fait qu'il ne peut pas avoir de système immunitaire fonctionnel. Il a un déficit immunitaire. Eh bien, si vous sortez ce bébé de la bulle, ce bébé va rentrer dans des difficultés majeures qui peuvent être fatales. Et ce qui montre bien par la clinique que le système immunitaire est juste essentiel à la vie. Et il n'est pas essentiel à la vie uniquement chez l'homme, il l'est chez toutes les espèces d'animaux. Là, vous voyez par exemple en haut à gauche, Caenorhabditis elegans, qui est un ver microscopique, transparent, qui est un très beau modèle pour les laboratoires. Vous voyez la mouche
mélanogaster, vous voyez une souris, vous voyez évidemment l'homme, eh bien, tous ces animaux sur la Terre ont des systèmes immunitaires. Et pour reprendre celui de la mouche, voilà une mouche au microscope électronique à balayage, vous voyez, c'est assez joli. Mais si vous regardez bien, vous voyez quand même que cette mouche est un peu bizarre. Vous reconnaissez la tête de la mouche, vous voyez le début des pattes de la mouche, et entre le début des pattes et la tête, vous voyez ce qu'on appelle le thorax. En fait, le thorax de la mouche, il est complètement lisse, normalement. Et là, ce qui s'est passé, c'est que c'est une mouche mutante qui n'a plus de système immunitaire et qui a reçu une spore de champignon, une seule spore de champignon dans l'abdomen. Et bien, vous voyez que sans système immunitaire, le champignon s'est tellement développé qu'il est ressorti de l'intérieur vers l'extérieur de la mouche. Tout ce que vous voyez là, en fait, ce sont des champignons qui ont complètement envahi la mouche et qui ont contribué à sa mort, malheureusement, précoce. Donc, encore une fois, le système immunitaire, c'est un système de nombreuses cellules qui est partout dans l'organisme et qui est juste essentiel à la vie à travers l'évolution. Alors, un petit peu plus de précision quand même, en espérant ne pas vous perdre. Ce qui est extrêmement important, c'est de distinguer dans le système immunitaire deux phases, en réalité. Quand on parle de système immunitaire, on emploie généralement un vocabulaire martial, guerrier. C'est toujours le système immunitaire qui va contre les bactéries, contre le cancer. Alors, on pourrait discuter de ça, mais pour ce soir, on va s'en contenter. Et donc, on va dire qu'il y a deux lignes de défense. La première ligne de défense, c'est la ligne qui est en bleu et qu'on appelle l'immunité innée, et je vais y revenir. Et la deuxième ligne de défense, c'est l'immunité en rouge, c'est l'immunité adaptative. Alors, encore une fois, ne vous affolez pas, tout cela est très simple et vous allez tout comprendre. Qu'est-ce que c'est que l'immunité innée? L'immunité innée, c'est un ensemble de très nombreux types cellulaires. Vous en voyez certains, là, les cellules natural killers dont on parlera, les cellules dendritiques, les neutrophiles, dont vous avez certainement entendu parler, les monocytes, les macrophages, vous avez certainement entendu parler aussi. Ces cellules sont partout dans l'organisme et ce sont les premières lignes de défense. Ce sont elles qui vont vraiment détecter, par exemple ici, une infection microbienne. Mais ce sont elles aussi qui vont détecter quand une cellule normale, vous savez, les cellules bleues, là vous vous rappelez, vont devenir des cellules rouges, c'est-à-dire des cellules qui ont une mutation qui peuvent venir des cellules tumorales. Le système immunitaire est capable de détecter ces différences et donc de monter une réponse immunitaire pour lutter contre ces différences. Et il le fait de deux manières différentes. Premièrement, les cellules du système immunitaire inné, eh bien, elles peuvent directement lutter contre les infections ou le cancer. Alors, dans le cas du cancer en particulier, les cellules natural killers, comme leur nom l'indique, sont capables de détecter les cellules tumorales, de les distinguer des cellules normales. Donc, elles peuvent distinguer le bon grain de l'ivraie. Elles vont laisser les cellules normales, elles vont s'attaquer spécifiquement aux cellules tumorales et elles vont les tuer. Elles vont les détruire. Ça fait partie de la surveillance immunitaire antitumorale qui est présente chez chacun d'entre nous. On est tous, à l'heure actuelle, à l'image de ce que je vous ai dit pour les bébés bulles ou même de la mouche, on est tous, en ce moment même, en train de lutter contre des infections microbiennes. Certains sont en train de lutter contre SARS-CoV-2, d'ailleurs. Certains sont en train de lutter contre des rhumes qui ne sont pas d'origine virale, mais d'origine bactérienne. Certains sont en train de lutter contre un début de cancer, et rassurez-vous, tout va bien se passer, puisque le système immunitaire, quand il est capable d'être efficace, et on va revenir sur les raisons pour lesquelles il peut ne pas l'être, eh bien, il va être capable d'éliminer tout ça. Alors, on a vu cette première ligne de défense, le système immunitaire inné. Maintenant, on va parler de la deuxième. Eh bien, en fait, comme encore une fois dans une armée, cette première ligne de défense qui va pouvoir contrôler l'agression, qu'elle soit tumorale dans notre cas ou qu'elle pourrait être aussi microbienne, eh bien, elle va aussi induire, elle va aider à la mise en place d'une immunité adaptative avec des cellules dont vous avez certainement entendu parler, qui sont les lymphocytes T et lymphocytes B. Les lymphocytes T parce que ce sont les cibles du sida, et lymphocytes B parce qu'ils produisent des anticorps. Et vous voyez, la boucle est bouclée. On a donc ces deux lignes de défense, immunité innée, immunité adaptative, et les deux ensemble peuvent contrôler toutes les intrusions qui peuvent se produire dans l'organisme, et le cancer en fait partie. Alors, un tout petit mot quand même sur les anticorps, puisqu'on va beaucoup parler d'anticorps. Alors, qu'est-ce que c'est que les anticorps? D'abord, ce sont ces molécules-là. Ce que vous voyez sur la droite, ce n'est pas une vision de l'artiste, c'est un véritable anticorps vu par diffraction aux rayons X. Alors, maintenant, pour vous expliquer, on va passer sur la côté gauche de la diapositive. Ce que vous voyez, un anticorps, c'est un espèce de V, vous voyez, ou un espèce d'Y en réalité, un espèce d'Y avec deux chaînes lourdes qui sont en bleu et deux chaînes légères qui sont en jaune. Ce qui est génial dans cet anticorps, c'est qu'il est complètement spécifique.
C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir des anticorps qui reconnaissent une molécule A, et puis des anticorps qui vont reconnaître une molécule A', qui est très très proche de A, mais qui est un tout petit peu différente. La spécificité de l'anticorps est une caractéristique majeure. La deuxième chose qui est extrêmement importante, c'est que nous savons faire des anticorps. Pas simplement nous, en tant qu'êtres humains, on a tous des anticorps et tous les animaux ont des anticorps. Okay, enfin, tous les vertébrés ont des anticorps, devrais-je dire. Mais quand je vous dis qu'on sait faire des anticorps, on sait faire en stade industriel. C'est-à-dire que, sans rentrer dans le détail, le génie génétique nous permet aujourd'hui de produire des anticorps contre ce qu'on veut. Donc, ça représente une classe de médicaments qui est absolument fabuleuse, puisque plutôt que de faire de la chimie aléatoire avec des criblages qui n'en finissent pas, là, en fait, on dit « je veux un anticorps, par exemple, contre un antigène de tumeur ». On va revenir sur cette idée de qu'est-ce que c'est qu'un antigène de tumeur, mais vous pouvez déjà le pressentir, hein, c'est une molécule qui est exprimée par des cellules cancéreuses et pas par des cellules normales. Eh bien moi, si je veux faire un anticorps contre des cellules cancéreuses, je vais pouvoir le faire et je vais pouvoir l'injecter chez les patients. La technologie est complètement maîtrisée jusqu'à l'étage industriel et c'est la première bonne nouvelle de l'immunothérapie des cancers. Et pour celles qui, éventuellement, dans l'audience, ont été victimes d'un cancer du sein et d'un cancer du sein qui a été traité par l'herceptine, et bien l'herceptine, c'est exactement ça. C'est un anticorps qui va reconnaître une molécule qui s'appelle R2, H-E-R, plus loin 2, on l'appelle aussi NEU, N-E-U, et cette molécule, elle n'est pas exprimée sur les cellules normales, ou très peu, et elle est surexprimée sur les cellules du cancer du sein. C'est le cas aussi pour certains cancers gastriques, c'est le cas aussi pour certains cancers du côlon, et c'est pour ça qu'on injecte à ce moment-là cette molécule pour lutter contre ces pathologies. Alors, vous voyez, on a beaucoup avancé. Hein. On a parlé globalement du problème, hein, le problème qui est un problème planétaire, avec 15 millions de cas allant jusqu'à 35 millions de cas par an dans le monde. On a défini cellulairement et moléculairement ce que peut être le cancer. On a vu rapidement le système immunitaire. Maintenant, on va voir l'immuno-oncologie, c'est-à-dire la fusion entre ces deux disciplines. Alors, je vais revenir sur les traitements conventionnels du cancer. Vous les connaissez certainement très bien, mais je vais me permettre de vous les rappeler. Toutes les thérapies conventionnelles du cancer ont eu pour cible la cellule cancéreuse. Ça fait extrêmement du sens. Hein. Vous avez un cancer, l'idée, c'est de cibler cette cellule de telle manière, ou ces cellules de telle manière à les éliminer. C'est ce qu'on fait avec la chirurgie. Okay, c'est ce qu'on fait avec la radiothérapie, on va essayer de brûler les cellules. C'est ce qu'on fait avec la chimiothérapie, on essaye de tuer ces cellules. On sait très bien qu'on n'est malheureusement pas spécifique et qu'il va y avoir des effets secondaires que vous connaissez tous bien, et toutes bien. Et puis les thérapies ciblées, qui sont des thérapies qui vont jouer sur les mutations dont je vous ai parlé précédemment et qui vont avoir moins d'effets secondaires généralement et qui peuvent aussi avoir une grande efficacité. Mais de toute façon, la cible globale de toutes ces thérapies, c'est quand même la cellule tumorale. Eh bien, l'immuno-oncologie, c'est complètement différent. La cible, ce n'est pas du tout la cellule cancéreuse de manière directe. La cible, c'est le système immunitaire. C'est le système immunitaire pour le libérer, et on va revenir sur cette notion qui est fondamentale, pour le stimuler, et en fin de compte, en le libérant, on le stimule, de telle manière à ce que lui soit plus efficace à lutter contre les pathologies tumorales, puisque, comme je vous l'ai dit, le système immunitaire n'est pas simplement un système qui va permettre de lutter contre les infections, c'est aussi un système qui permet de contrôler tout le temps et partout les différences entre l'anormal, donc LA plus loin normal avec un E, et l'anormal, L', A, etc. Alors, cette frise du temps, j'adorerais vous la raconter. Mais le problème, c'est que si je commence à vous la raconter, on va quand même être là très très tard. Et ça m'embêterait pour vous. Donc, en fait, je vais vous raconter que le début et la fin. Mais ce qu'il faut retenir, c'est plus que ça, c'est le temps que ça a pris. En fait, l'immunothérapie des cancers, l'idée même d'une immunothérapie des cancers, elle provient du génie de William Coley, chirurgien à New York à la fin du 19e siècle, et elle se termine en réalité par le prix Nobel qui a été donné à nos collègues Jim Allison et Tatsuko Honjo en 2018. Mais comme je vous l'ai dit, en fait, ce prix Nobel-là,
c'est en fait Fleming en 1925. C'est-à-dire qu'il y a eu 100 ans de préliminaires à l'immunothérapie. Et maintenant, on est au début de l'immunothérapie, et bien évidemment qu'il faut faire que l'immunothérapie soit encore plus efficace contre plus de cancers pour tous les patients et avec encore moins d'effets secondaires, et on n'y est pas. Mais n'empêche qu'on est arrivé à ce point crucial qui a été récompensé par le prix Nobel en 2018. Alors juste une petite histoire quand même, celle de William Collet. Donc William Collet est chirurgien à New York, et il voit beaucoup de sarcomes. Vous savez qu'il y a des sarcomes des tissus mous, il y a des sarcomes osseux aussi. Et lui, il est chirurgien, c'est-à-dire il opère ses sarcomes. Et il est quand même assez désespéré par sa pratique médicale, car il peut sauver que peu de patients par rapport à ce qu'il espère. Je vous rappelle qu'on est à la fin du 19e siècle. Juste pour indication, pour que vous repériez dans le temps, la création de l'Institut Pasteur de Paris, c'est 1888. Donc, on est en train de découvrir qu'il y a des microbes. Vous voyez, donc, on n'est quand même pas au bout de nos peines. Et on ne sait pas du tout qu'il y a de l'ADN. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la préhistoire de la biologie. On ne comprend absolument rien à rien. Eh bien, Collet s'intéresse quand même à essayer d'améliorer les traitements de ses patients. Et il commence par l'observation. Donc ça, c'est la règle numéro 1 pour la recherche, c'est qu'il faut observer, regarder ce qui se passe. Et en fait, il s'aperçoit qu'un patient, et puis ensuite plusieurs, ont des histoires médicales absolument stupéfiantes et inédites par rapport à la plupart des autres patients. En l'occurrence, il s'attarde sur un patient qui est arrivé avec des sarcomes, mais en même temps, il a eu de l'érysipèle. Alors, l'érysipèle, c'est un nom un peu à la diafoirus, la maladie imaginaire. En fait, c'est juste une infection streptocoque. Voilà, simplement. Donc, une bactérie, c'est une infection à strepto, une infection cutanée. Et donc, ça se voit, évidemment. Et il se trouve que les patients, ou le patient au départ, qui a eu cette infection, eh bien, a vu ces lésions de sarcome rétrocéder de manière spontanée, puisqu'à l'époque, il n'y a pas de traitement. Et donc, le génie de Collet, ça a été de poser la question. Et ça aussi, c'est une étape fondamentale dans la formation d'un chercheur, non seulement observer, mais poser la bonne question. La bonne question. Et donc, Collet pose la bonne question. Y a-t-il une relation de cause à effet, tout bêtement, entre la maladie de Pau et le cancer? Et en fait, pour faire court, il arrive à élaborer, à un moment où on connaît quelques cellules, on ne comprend rien à l'ADN, on ne sait même pas que ça existe. Il arrive à imaginer le scénario suivant, qui s'est montré comme étant réel, c'est qu'en fait, l'infection bactérienne a stimulé le système immunitaire. Je vous rappelle qu'à cette époque-là, on ne savait même pas qu'il y a un système immunitaire. Donc, a stimulé le système immunitaire, donc une réaction de l'organisme. Et cette réaction de l'organisme a été telle qu'elle a permis d'éliminer le cancer. Et en fait, c'est exactement ça, le concept de l'immunothérapie. Vous allez stimuler votre système immunitaire. Bon, là, il se trouve que dans le cas de Collet, c'était une infection naturelle par strepto. Maintenant, on fait beaucoup mieux, évidemment. Heureusement, d'ailleurs. Et puis, ça va stimuler le système immunitaire. Et en retour, le système immunitaire va pouvoir mieux contrôler les pathologies tumorales. Alors, il y a eu des hauts et des bas dans cette histoire avant d'arriver à 2018. Et ma frise du temps, elle s'arrête à 2002. Mais en fait, elle devrait continuer jusqu'à 2018. Et ces hauts et ces bas, je ne vais pas vous les détailler. Il n'y a que les hauts, là. Okay, il n'y a que les hauts. Mais regardez quand même, de 1891 à 1957, ça fait quand même une soixantaine d'années pendant lesquelles il n'y a que du bas. C'est-à-dire que Collet, en fait, il n'a pas poursuivi ses études parce que la radiothérapie est arrivée. Et donc, il s'est dit qu'il fallait mieux faire de la radiothérapie que d'essayer de poursuivre une piste qui semblait intéressante mais compliquée, etc., etc. Et encore une fois, si vous êtes intéressé par ça, on l'a décrit en long, en large et en travers dans le livre avec Marc Daillon. Donc, on arrive maintenant au crux de cette présentation, si je peux m'exprimer ainsi. On va utiliser des anticorps pour stimuler le système immunitaire de telle manière à éliminer le cancer. En fait, c'est ça qu'il faut retenir, parce que, comme je vous l'ai dit, le système immunitaire peut lutter contre le cancer, mais il ne le fait pas tout le temps bien. On va voir pourquoi. Et quand il ne le fait pas bien, on va utiliser les anticorps de telle manière à ce qu'il le fasse mieux. Les anticorps utilisés comme médicaments. D'accord ? Alors, des anticorps contre le cancer. Alors déjà, je vous ai déjà un petit peu raconté cette partie-là. Vous voyez une cellule tumorale qui est à droite, qui présente un antigène de tumeur. AG, ça veut dire antigène. Il faut imaginer ça un peu comme un bouton de fièvre.
Une cellule normale n'a pas de bouton de fièvre. Une cellule tumorale va avoir ces espèces de boutons de fièvre, ces molécules vertes là, qui vont pouvoir être vues par le système immunitaire. Mais nous, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on fait des anticorps, on fabrique des anticorps, l'industrie pharmaceutique fabrique des anticorps qu'on va appeler monoclonaux. Je pourrais vous expliquer pourquoi si ça vous intéresse, mais ça n'a aucune espèce d'importance à ce stade. Et ces anticorps monoclonaux vont reconnaître ces antigènes de tumeur. Et ça va permettre, vous voyez, cet anticorps en vert, là, cet Y, va permettre de cibler toute une série de cellules immunitaires du système immunitaire inné dont je vous ai parlé précédemment, parce que quand les cellules tumorales sont recouvertes d'anticorps, elles sont des très bonnes cibles pour des cellules qui vont pouvoir les tuer, comme les cellules natural killers, ou des cellules qui vont pouvoir les englober, les digérer, comme les macrophages. Okay, donc ça, c'est la base de l'herceptine, c'est la base du cetuximab, c'est la base aussi du rituximab ou rituxan ou obinutuzumab, donc des anticorps qui sont dirigés contre des tumeurs solides ou des lymphomes comme le lymphome B. C'est comme ça que ça marche. Ce sont des anticorps qui vont reconnaître des antigènes qui sont spécifiquement surexprimés sur les cellules tumorales et vont activer le système immunitaire de cette manière-là. Mais il n'y a pas que ça. Et je vais passer le reste de cette présentation sur la deuxième catégorie d'anticorps, qui sont les anticorps, vous voyez sur la partie gauche de la diapositive, les anticorps en bleu, qui sont des anticorps bloquants. Alors, qu'est-ce qu'un anticorps bloquant? Eh bien, en fait, je vais vous raconter une autre histoire qui va vous aider à tout comprendre. Ce n'est pas l'histoire de Collet au XIXe siècle à New York, c'est l'histoire dans votre organisme, dans mon organisme, dans notre organisme en ce moment même. Toutes nos cellules, et les cellules immunitaires ne font pas exception à ça, ont en fait à leur surface deux grands types de récepteurs. Je vous ai dit dès le départ que les récepteurs, c'était fondamental pour la cellule, pour permettre d'échanger avec l'extérieur. Et bien là, vous voyez, ces récepteurs, c'est les ronds rouges et les ronds bleus. Imaginez-les comme des accélérateurs et des freins. Les deux types de récepteurs sont d'un côté des récepteurs accélérateurs, des récepteurs activateurs, qui sont représentés en rouge avec un plus. Je pense que c'est suffisamment clair là. Et puis des récepteurs inhibiteurs, qui sont représentés par les ronds bleus avec le moins. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, quand ce récepteur va rencontrer ce qu'on appelle son ligand, alors je suis désolé, c'est jargonneux, je suis désolé, c'est simplement la molécule qui va interagir avec le récepteur. Vous vous rappelez les cercles noirs qui interagissaient avec le récepteur? Bon, ben là, ce n'est plus les cercles noirs, c'est les cercles rouges. Et bien, vous voyez que le cercle rouge de droite, il y a une petite flèche qui l'indique, va interagir avec le récepteur activateur qui a un plus qui est à gauche. D'accord? Eh bien, quand la cellule tumorale fait ça, c'est bien. Parce qu'en fin de compte, la cellule tumorale va pouvoir activer le système immunitaire. Et en conséquence de quoi, le système immunitaire va pouvoir éliminer la cellule tumorale. On est dans la situation idéale, situation qui existe certainement tout le temps dans le cas de cette surveillance immunitaire antitumorale qui existe chez tout le monde. Le problème, c'est que quelquefois, la cellule tumorale, et trop souvent en fait, la cellule tumorale, elle n'a pas que des molécules pour appuyer sur les accélérateurs, on va dire des pieds, pour appuyer sur les accélérateurs, elle n'a pas que des molécules rouges, il y a aussi des molécules bleues. Et les molécules bleues, c'est quoi? C'est des molécules qui vont appuyer sur le frein. C'est-à-dire que tout se passe comme si la cellule immunitaire, elle était confrontée à deux types de signaux antagonistes. D'un côté, des signaux activateurs en rouge et des signaux inhibiteurs en bleu. Et en fait, qu'est-ce qu'on doit faire pour booster la réponse immunitaire? C'est éviter le bleu, c'est éviter qu'on appuie sur le frein de la réponse immunitaire. Et comment on peut faire pour éviter d'appuyer sur le frein de la réponse immunitaire? Eh bien, on produit des anticorps. Les anticorps, ils vont être produits par l'industrie pharmaceutique pour bloquer les récepteurs inhibiteurs. C'est comme si vous rentriez dans une voiture, vous appuyez à fond sur l'accélérateur, c'est la cellule tumorale qui, avec sa molécule rouge, va appuyer sur l'accélérateur rouge marqué avec un plus. Mais en même temps, en fait, la cellule tumorale, elle a appuyé avec son autre pied bleu sur le frein. Et bien vous mettez une cale entre le pied et la pédale de frein de telle manière à ce que la cellule tumorale ne puisse plus appuyer sur le frein de la réponse immunitaire. Conséquence de quoi? Vous allez réveiller le système immunitaire. C'est exactement la même histoire que la Belle au bois dormant. Sauf que là, le prince charmant, en réalité, c'est l'anticorps qui est injecté chez les patients et qui vont réveiller la Belle au bois dormant, qui est le système immunitaire, qui va pouvoir, donc, par retour,
éliminer les cellules tumorales. J'espère que c'est clair. Alors, vous avez exactement la même chose représentée en plus compliqué. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment très important. Ce qu'il faut que vous reteniez quand même, c'est une molécule clé qui a vraiment été à l'origine de cette révolution de l'immunothérapie. C'est une molécule qui s'appelle PD1. Et PD1 est une molécule inhibitrice exprimée par les lymphocytes T. Et donc, les lymphocytes T, ils sont super sympas. Ils pourraient nous permettre d'éliminer nos cellules tumorales. Le problème, c'est que quand PD1 rencontre son ligand qui s'appelle PDL1, et ben PDL1, c'est le pied qui appuie sur le frein. Donc, PD1, c'est le pied, PD1, c'est le frein. Et ben, en fait, la réponse immunitaire ne marche pas. Et donc, on fait des anticorps qui vont bloquer ça, comme vous le voyez ici sur cette diapositive. Si vous regardez le panel C, vous voyez qu'il n'y a plus d'interaction entre PD1 ou pas PDL1, PDL1, PDL2 et PD1. Vous voyez que c'est bloqué par des anticorps. Alors, voilà ce que peut donner donc l'immunothérapie en termes de courbe de survie, puisque il faut bien en passer par là et parler de ce qui est le quotidien de la cancérologie aujourd'hui. Et le quotidien de la cancérologie aujourd'hui, c'est, comme vous le savez, des courbes de survie. Alors, ces courbes-là, elles sont totalement théoriques. Vous voyez l'archétype de tumeurs qui serait très sévère, par exemple métastatique au diagnostic, qui serait sur la courbe noire, et dans lequel, sans traitement, on a des courbes de survie qui sont très courtes, qui peuvent être améliorées par la chimiothérapie, mais vous voyez que dans certains cas, malheureusement trop nombreux, la chimiothérapie n'a un effet que de manière transitoire, puisque avec la chimiothérapie, en fait, ce qu'on peut faire, si on ne tue pas toutes les cellules, on va sélectionner les cellules qui sont résistantes à la chimiothérapie, un peu par définition, comme avec la désherbant en réalité. Eh bien, l'immunothérapie permet d'avoir ces courbes-là. C'est-à-dire que malheureusement, ça ne marche pas pour tout le monde. Si ça marchait pour tout le monde, eh bien, les courbes elles seraient à 100. Ça serait des courbes qui seraient parallèles à l'axe des X et qui passeraient par 100. Ce n'est pas le cas. Il y a des patients qui sont malheureusement résistants à ces immunothérapies. On va essayer de comprendre pourquoi, ou de discuter plutôt, parce que je vois que le temps passe. Et puis, ce qui est même intéressant, c'est que sur une fraction substantielle des patients, environ un tout petit peu moins de la moitié dans les meilleurs cas, on arrive à stabiliser la maladie. Vous voyez que les patients qui sont représentés par la courbe en pointillé émeraude ont une courbe de survie qui est parallèle avec des X. Ça ne veut pas dire qu'ils sont devenus immortels, aucun d'entre nous n'est immortel, mais la maladie est stabilisée. Alors, encore une fois, Jim Allison et Tasuku Honjo sont les personnes qui ont découvert, ils n'ont pas été les seuls, d'ailleurs nous aussi on a contribué à ces découvertes, mais eux ont eu le prix Nobel et tant mieux pour eux. Et donc, ils ont non seulement découvert les molécules, mais le moyen de jouer sur ce système moléculaire par les anticorps qui vont, encore une fois, bloquer les freins de la réponse immunitaire. J'espère que maintenant, vous comprenez mieux quand je vous dis libérer la réponse immunitaire. Libérer la réponse immunitaire, ça veut dire libérer de ces freins qui entravent sa bonne efficacité. Alors, la révolution de l'immuno-oncologie, cette slide est un peu trop compliquée, je vais aller très vite. Elle est d'abord systémique, parce que les anticorps sont à l'origine de cette révolution. Ils sont injectés par voie intraveineuse, donc quelle que soit la localisation du cancer, les anticorps vont pouvoir cibler les cellules. Deuxièmement, les protectrices à long terme, quand elles marchent, on fait ce qu'on appelle la mémoire immunitaire. C'est quelque chose que je ne vous ai pas dit et que j'aurais dû, c'est que vous savez qu'une des caractéristiques majeures du système immunitaire, c'est d'avoir une mémoire. C'est d'ailleurs à l'origine de la beauté des vaccins. Quand on fait un vaccin, eh bien, en fin de compte, vous allez monter une réponse dite mémoire, comme ça, quand vous allez rencontrer l'agent pathogène, cette réponse mémoire qui va perdurer, pour le BCG, c'est des dizaines et des dizaines d'années, elle va pouvoir être efficace contre cet agent pathogène. Eh bien, il en est de même pour la réponse immunitaire antitumorale. Cette immunité antitumorale aussi, elle est dirigée. Vous avez bien vu que les anticorps, comme je vous l'ai dit, la caractéristique, c'est leur spécificité. Et donc, bien évidemment, on n'aura pas les effets secondaires qui sont ceux de la chimiothérapie. Par contre, on aura des effets secondaires, il faut le reconnaître, les effets secondaires de l'immunothérapie des cancers, par les inhibiteurs de points de contrôle, puisque ces anticorps anti-PD1, anti-PDL1, que certains d'entre vous connaissent sous le nom de Keytruda ou de Opdivo, ces molécules, en réalité, elles vont avoir des effets secondaires qui sont attendus, qui sont celles de la libération de la réponse immunitaire. Donc, on va se mettre
on va pouvoir se mettre à faire des réponses inflammatoires, des colites, des dermatites, quelquefois des hypophysies, quelquefois même on va développer un diabète alors qu'avant on n'avait pas de diabète. Oui, bien sûr, mais si on a pu contrôler la pathologie tumorale, bien évidemment, le risque-bénéfice est en faveur de ces traitements. Et puis, finalement, comme je vais vous le montrer, l'immunothérapie est universelle. C'est ça qui est complètement incroyable, c'est que pour la première fois dans l'histoire du cancer, une molécule a été approuvée pour tous les types de cancers, à partir du moment où ils sont à haute instabilité génétique, et je vais y revenir. C'est cette diapositive. En fait, cette diapositive, avec, donc, encore une fois, pour qu'on soit bien d'accord, hein, les immune checkpoint inhibitors, vous avez peut-être entendu parler de ce nom, donc les inhibiteurs de points de contrôle immunitaire ou les inhibiteurs de contrôle immunitaire, ce sont ces anticorps anti-PD1, anti-PDL1, pour certains moins utilisés, anti-CTLA4 à cause de la toxicité, mais ce sont ces molécules-là qu'on appelle inhibiteurs de points de contrôle. Eh bien, vous pouvez rapidement comprendre pourquoi, pour la première fois dans toute l'histoire d'oncologie, dans toute l'histoire des cancers, une seule molécule d'immunothérapie a été approuvée dans tous les cancers à partir du moment où ils étaient à haute instabilité génétique. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, la haute instabilité génétique ? Au départ, c'est une mauvaise nouvelle. Hein. Haute instabilité génétique, c'est pas bon pour la chimio, c'est pas bon non plus pour les thérapies ciblées. Mais la haute instabilité génétique, c'est très bon pour l'immuno. Parce que ça veut dire que la cellule, elle va muter beaucoup, la cellule tumorale, elle va muter beaucoup. Or, si vous avez bien compris ce que j'ai essayé de vous dire, le système immunitaire, il reconnaît des différences. OK ? Et donc, plus vous avez d'instabilité génétique, plus vous aurez de mutations, plus vous aurez de différences, plus vous serez reconnu par le système immunitaire. Et donc, c'est pour ça qu'encore une fois, les molécules anti-PD1 ont été approuvées dans tous les types de cancers, quel que soit leur histiotype, hein, à partir du moment où c'était à haute instabilité génétique. Alors, quelques mots quand même sur les autres types d'immunothérapie, parce que vous en avez certainement entendu parler. Il y a des thérapies dans lesquelles les molécules ne sont pas, enfin, les médicaments ne sont pas des molécules. Là, les médicaments sont des molécules. Les anticorps sont des molécules, et je vous ai parlé des inhibiteurs de points de contrôle, qui sont donc des molécules, car ce sont des anticorps. Eh bien, dans quelques fois, les traitements sont des cellules, et en particulier les CAR T-cells. Vous avez peut-être entendu parler, il y a aussi des CAR NK, il y a des CAR macrophages maintenant. C'est quoi en fait ? C'est juste une cellule qu'on peut prendre de votre organisme à vous si vous êtes patient, qu'on peut prendre d'un individu sain dans quelques situations, et qu'on va transformer génétiquement pour l'armer avec un anticorps contre le cancer. Et je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais je suis prêt à répondre à toutes les questions que vous pourrez avoir. Et en fait, la grande dichotomie, encore une fois, c'est soit l'immunothérapie, c'est des médicaments, soit qui sont des molécules, soit l'immunothérapie, c'est des médicaments qui sont des cellules. Et les CAR T, c'est juste des cellules T, des lymphocytes T, qui ont été réarmées avec des anticorps pour pouvoir reconnaître de manière efficace les cellules tumorales. Alors maintenant, on en vient à la fin, donc vous voyez que je ne suis pas si en retard que ça. Au final, il ne me reste que 250 diapos, donc ça devrait être très simple. Non, je rigole. Et on a énormément de questions à vous poser. Hein. Oui, écoutez, tant mieux ou tant pis, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vais vous parler des enjeux. Alors, les enjeux déjà, eh bien, c'est qu'on n'est pas au bout de nos peines. Vous voyez que vous reconnaissez ces courbes, hein, je vous en ai parlé. Donc, l'immunothérapie en pointillé, c'est l'immunothérapie en monothérapie. Vous voyez qu'en combinaison, on peut augmenter l'efficacité de cette immunothérapie, que ce soit en combinaison avec de la radiothérapie, en combinaison avec de la chimiothérapie, en combinaison aussi avec de la chirurgie. On est vraiment en train d'apprendre à utiliser cette immunothérapie. Encore une fois, rappelez-vous, nous sommes en 1925 et même si on est en 2021 et on est au début. Donc, il y a plein de questions qui sont importantes et qui ne sont pas résolues, mais il y a beaucoup de laboratoires publics ou privés qui, à travers le monde, travaillent sur ces questions. Et donc, vous voyez, l'une de ces questions est visualisée ici. On essaie de comprendre pourquoi on n'arrive pas à avoir la courbe en haut, parce que ce qu'on voudrait, c'est cette droite en haut. Qu'est-ce que c'est que les résistances secondaires ou primaires? Et donc, on essaye, nous en particulier, de penser à d'autres cellules que les lymphocytes T. Parce que les lymphocytes T, vous voyez, ils sont très importants pour lutter contre les cellules tumorales. Mais ce que je vous ai dit aussi, si vous vous rappelez de certaines premières diapos, où il y avait immunité innée, immunité adaptative, en fait, le lymphocyte T n'est pas autonome dans ce qu'il fait.
il faut qu'il soit aidé par tout un tas de cellules qui sont les cellules du système immunitaire inné. Donc nous, c'est ce qu'on essaye de faire, en particulier, vous voyez cette magnifique diapositive qui est une véritable photo c'est une microscopie à balayage, où vous voyez en réalité une cellule NK qui va rencontrer une cellule tumorale, elle va la reconnaître spécifiquement et elle va la tuer. Et donc, nous, on s'intéresse beaucoup à ça, et en particulier avec de nouveaux anticorps comme monalizumab, qui est un anticorps qui est en essai clinique, dans les cancers tête et cou en particulier, où on a eu un essai clinique de phase 2 positive qui montre qu'effectivement, on peut libérer l'immunité des cellules NK, l'immunité des lymphocytes T avec cet anticorps, et je ne vais pas rentrer dans le détail. On peut aussi utiliser la biologie synthétique. Alors, qu'est-ce que c'est que la biologie synthétique? Vous allez dire, waouh, là, ça commence à être vraiment jargonneux. En fait, non, pas du tout. On utilise la beauté du Lego des anticorps pour faire des anticorps qui n'existent pas et que l'on fait nous, et qui ne vont pas reconnaître un antigène, mais plusieurs molécules. Et là, en réalité, ce qu'on appelle les NK cell engagers, que vous voyez là, ce sont des molécules qui font le pont entre des cellules NK, des cellules tumorales. Et si je peux avoir le film, vous allez comprendre comment on construit ces molécules-là. On part d'un anticorps qui est dirigé contre une molécule des cellules NK, on prend un anticorps qui était dirigé contre un tumeur antigène. Et vous voyez, on peut utiliser ce Lego pour refaire en fait une molécule totalement synthétique, NK cell engager. Et vous allez voir, elle fait le pont véritablement entre une cellule NK à gauche et une cellule tumorale à droite. Et grâce à ce pont, elle va induire la lyse des cellules tumorales, et c'est ce qu'on développe en particulier. Et là, vous voyez cette expérience que l'on a fait pour vous montrer ça. Donc, si je peux avoir le film, vous avez à gauche en fait des cellules tumorales, et puis des petites cellules, vous voyez, qui vont très très vite, qui sont des cellules NK. Bon, le film est en accéléré, ça dure en fait 20 minutes. Et en fait, quand les cellules NK vont tuer les cellules tumorales, elles vont devenir vertes. Vous voyez, elles vont devenir fluorescentes. Vous voyez, là, c'est quand même pas terrible. Alors maintenant, on a rajouté à droite le NK cell engager. Vous voyez que ça marche quand même largement beaucoup mieux. Okay, c'est pour vous faire partager notre quotidien. Alors, on va vite, et je vais passer sur cette diapo pour arriver à celle-là. Quelque chose qui est extrêmement important, qu'il faut que vous ayez bien en tête, c'est que le passage de l'idée jusqu'à l'approbation du médicament, pour ce qu'on sait à l'heure actuelle, donc c'est pour les anti-PD1 en particulier, ou pour les anti-CTLA4, il a fallu 20 ans et ça a coûté 1 milliard. Et donc les enjeux, ils sont vraiment là aussi. On est dans le temps long. Et donc, méfiez-vous de tous ceux qui rasent gratis ou qui découvrent des poudres de perlimpinpin. Je ne vais même pas parler de ce qui s'est passé à propos du Covid-19. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a des chercheurs qui font leur métier du mieux possible. Ils n'y arrivent pas tout le temps. Mais vous savez, ceux qui ne trouvent pas contribuent beaucoup aux découvertes de ceux qui trouvent. Parce qu'un chercheur, qu'est-ce que c'est en fait? C'est quelqu'un qui est dans la jungle avec une machette et puis qui part pour aller trouver une source. Eh bien, si vous êtes deux, il y en a un qui part dans une direction, il ne trouve rien, ça vous évite de partir dans cette direction. Donc, il faut se méfier de ceux qui raflent tout et qui ont tout compris, parce qu'en fait, les découvertes sont toujours des découvertes collectives. Et il faut remercier tous ceux qui ont participé à ça, que sont évidemment ceux qui ont trouvé, celles et ceux qui ont trouvé, mais aussi celles et ceux qui n'ont pas trouvé. Alors nous, c'est ce qu'on essaye de faire dans Marseille Immunopole, et je vais maintenant passer à la conclusion pour vous dire, et j'espère que vous avez compris ça, que notre système immunitaire est notre meilleur médicament, à l'évidence, puisque je vous l'ai dit dès le départ, vous n'avez pas de système immunitaire, vous êtes un bébé bulle. Et si vous êtes une mouche qui va mourir assez rapidement. Donc, notre système immunitaire est extrêmement important. Il ne lutte pas que contre les microbes, il lutte aussi contre les pathologies tumorales. Et on peut libérer ce système immunitaire par les inhibiteurs de checkpoint. Et on peut aussi se servir des cellules immunitaires, ce sont les CAR-T. Et pour finir, je vais vous dire que cet exemple de la révolution de l'immunothérapie est l'archétype d'un passage direct de la paillasse des chercheurs, du cerveau de certaines équipes aux médicaments. Et donc, tout ça pour vous dire que la recherche, elle est juste fondamentale. Et à un moment, on vote, à un moment, il faut s'en rappeler, parce que la recherche, elle ne se fait pas toute seule, elle se fait grâce à l'investissement
du public, grâce aux impôts. Elle se fait aussi grâce aux dons, les 20 € ou les 30 € que d'aucuns vont donner à l'ARC, à Ligue contre le cancer, à la Fondation pour la recherche médicale. Et donc, je fais de la pub pour personne ici, rassurez-vous. Je vous dis simplement le monde tel qu'il est. Voilà. Et puis, je vais vous laisser avec cette dernière diapositive, parce que nous, c'est ce qu'on essaye. On essaye vraiment de viser la Lune. Croyez-moi que passer de l'idée au médicament, c'est compliqué. Je vous ai donné certains chiffres, 1 milliard, 20 ans. Mais j'aime bien cette phrase, et puis je vais m'arrêter là, et je serai content de répondre à toutes vos questions. On est vraiment déjà donc l'esprit un petit peu plus clair sur cette immuno. Alors, vous nous avez dit que justement c'était source d'espoir et qu'on avait tous un système immunitaire. La première question, c'est pourquoi tout le monde ne répond pas à l'immunothérapie? Alors, c'est une très bonne question. Si j'avais la réponse, je la partagerais beaucoup avec vous. Oui, peut-être. Il y a plusieurs réponses à ça. Premièrement, il faut savoir que toutes les tumeurs ne sont pas infiltrées de la même façon par le système immunitaire. Il a été montré de manière claire, et d'ailleurs il y a des tests qui sont basés là-dessus maintenant, où on fait des carottages de la lésion tumorale pour savoir si c'est infiltré par du système immunitaire ou pas. Et on s'aperçoit que dans certaines tumeurs, il y a un désert immunitaire. Donc, c'est bien beau de vouloir réveiller la belle au bois dormant. Encore faut-il qu'elle soit là. Et donc, ça permet de comprendre qu'en fonction du type de cancer, on a plus ou moins d'infiltration immunitaire et donc plus ou moins de chances données aux inhibiteurs de contrôle immunitaire. Et à l'intérieur d'une même pathologie, et c'est ça qui est très important à bien retenir, c'est qu'on n'a pas un cancer. Il n'existe pas un cancer, il existe des cancers, non seulement des cancers pour chaque cellule, en fait. Il y a 400 types de cellules. Donc, on peut imaginer, avec les sous-classifications, on arrive quand même à des centaines de cancers potentiels différents. Mais pour chaque patient ayant le même type de cancer, en fait, il va y avoir des différences qui sont phénoménales, ne serait-ce que par l'infiltration par le système immunitaire. Et on voit bien qu'on est tous différents. Je vais revenir avec l'exemple de la Covid-19. Vous avez bien vu que la Covid-19 frappait en majorité des individus plutôt seniors, plutôt des hommes et plutôt avec des comorbidités. Okay, et puis, paf, vous avez quelqu'un qui est une jeune fille de 15 ans et qui va avoir un Covid-19 fatal. Bon, et ben pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, il y a des différences d'origine génétique qui vont impliquer le système immunitaire. On a vu des bébés bulles qui n'ont carrément pas de système immunitaire. Et bien évidemment, en fonction de votre génétique, en fonction de votre cancer, vous allez plus ou moins répondre à l'immunothérapie des cancers. Et c'est pour ça qu'on veut développer absolument des biomarqueurs de telle manière à pouvoir prédire à l'avance si tel médicament va marcher ou pas. Mais encore une fois, rappelez-vous, on est en 1925. Donc, il va se passer du temps, malheureusement. Alors, on a une question de Frédéric et qui, je pense, fait le pont aussi avec tout ce qu'on entend aujourd'hui sur les vaccins ARN dans le cancer, etc. Est-ce que l'immunothérapie peut-elle intervenir à titre préventif avant qu'un cancer ne se déclare et dans le cas de personnes porteuses d'anomalies génétiques notamment? Est-ce qu'il y a des recherches là-dessus, professeur? Oui, bien sûr, il y a des recherches là-dessus. Pour autant, aujourd'hui, l'immunothérapie est, comme son nom l'indique, une thérapie. Donc, une démarche qui est curative, qui n'est pas préventive. La prévention du cancer, elle passe par d'autres choses. Elle passe par déjà la connaissance des causes du cancer, de manière évidente. Donc, ce n'est pas mon sujet, donc je ne vais pas en parler. Mais il y a les causes, encore une fois, qui sont génétiques, comme vous venez de le dire, mais il y a aussi des causes environnementales, il y a des causes microbiennes au cancer. Donc, déjà, la prévention passe par là. Je ne vais même pas parler du tabac pour le cancer du poumon, mais ça fait quand même bien partie de ce qu'il faut avoir en tête. Et puis, ensuite, bien évidemment, on pense au vaccin. Et d'ailleurs, encore une fois, je reviens sur la Covid-19 parce que nous-mêmes avons évidemment mobilisé toutes nos forces pour essayer de sortir un traitement qui est en cours d'analyse à l'heure actuelle. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour BioNTech. Ugur Sahin et son épouse travaillent depuis 20 ans sur les vaccins ARN avec l'idée que justement on pourrait vacciner de manière
donc préventive aussi, contre certains cancers. Et en fait, ils ont, pas à la dernière seconde, mais ils ont eu le génie de repositionner toutes leurs connaissances à propos du Covid-19. Mais donc, aujourd'hui, l'immunothérapie, pour répondre directement à votre question, c'est du curatif, bien évidemment. Alors, une autre question qui est très fréquente, en fait, et qui suscite beaucoup d'interrogations pour les patients, c'est finalement combien de temps l'immunothérapie? C'est-à-dire que on a des patients qui vont très bien répondre. On peut se dire, bah, tiens, on peut peut-être arrêter ce traitement, mais est-ce que ça veut dire que le système immunitaire va avoir vraiment appris à reconnaître peut-être le cancer s'il revenait et finalement, est-ce qu'on pourra accéder de nouveau à un autre traitement comme une autre immunothérapie ou la même immunothérapie si le cancer venait à revenir? Est-ce qu'on en sait un peu plus? Bien sûr, excellente question. Alors, en fait, je vous rappelle qu'on est en 1925. Donc, on est en train de faire ces essais. Mais il y a déjà des case reports, ce qu'on appelle, c'est-à-dire des cas qui ne sont pas sur des cohortes suffisantes pour pouvoir vraiment en tirer une idée statistique. Mais on sait que certains patients qui ont été sous immunothérapie ont été obligés d'arrêter à cause des effets secondaires. Et il se trouve que certains de ces patients sont en rémission complète. Professeur Vivier, nous avions une question qui nous avait été remontée au préalable de la webconférence et qui nous paraissait intéressante. Pourquoi tous les patients éligibles à une immunothérapie ne répondent pas tous au traitement? Et y a-t-il des moyens aujourd'hui pour faire que plus de patients soient répondeurs? Et notamment, je pense que cette personne avait en tête tout ce qu'elle avait lu sur le microbiote, etc. Alors, c'est peut-être une des voies, le microbiote, mais il y en a peut-être d'autres. Alors, j'ai déjà répondu à la première question. La première question, c'était la toute première question. Il y a des résistances primaires aux immunothérapies, c'est-à-dire que le patient ne répond pas du tout. Et il y a quelques hypothèses qu'on est en train de tester collectivement. Pour ça, il faut des biomarqueurs. Et puis, il y a des résistances secondaires, c'est-à-dire que vous avez des patients qui ont d'abord répondu, qui ensuite ne répondent pas. Donc, ça peut être un problème de tumeur, ça peut être un problème de système immunitaire. Donc, ça aussi, il n'y a pas de réponse, malheureusement. Mais en tout cas, la question est très bonne. Donc, essayer de booster les immunothérapies, oui, bien sûr. C'est ce qu'on essaye de faire déjà par les combinaisons. En fait, on réinvente l'histoire de la médecine. Je vais prendre l'exemple de la tuberculose. Vous savez qu'en Fleming, vous allez vous dire que je suis une obsession sur Fleming, mais un, c'était un génie, et deux, c'est un bon exemple. J'imagine que vous savez qu'en 1925, le problème médical planétaire, dans les pays industrialisés, le problème, c'est la tuberculose en 1925. Okay, la pénicilline ne guérit pas la tuberculose, pourtant c'est une maladie bactérienne. Il a fallu des années avant de comprendre qu'il fallait 3 antibiotiques pendant entre 10 et 12 mois pour pouvoir combattre la tuberculose. De la même manière, contre le VIH, on a sorti beaucoup de molécules qui, de manière isolée, ne marchaient pas. Okay, aujourd'hui, avec une tétrathérapie, une quadrithérapie, on peut maintenir les individus sans, peut-être avec quelques effets secondaires, mais en tout cas avec une durée de vie qui est équivalente à ceux des patients qui sont séronégatifs. Donc, on est en train de combiner l'immunothérapie à d'autres approches de traitement contre le cancer, comme je l'ai déjà dit. Alors, d'abord, immunothérapie et immunothérapie. C'est le cas pour certains mélanomes. Vous savez qu'il y a une association entre l'ipilimumab et nivolumab, entre l'anti-CTLA4 et l'anti-PD1. Mais malheureusement, pas forcément en France. C'est un sujet dans lequel je ne veux pas rentrer là. Mais il y a aussi donc association de l'immunothérapie avec la chirurgie, immunothérapie avec la chimiothérapie, immunothérapie avec la radiothérapie. Donc voilà autant de pistes pour essayer de booster l'immunothérapie. Quant au microbiote, bien sûr, en fait, c'est un peu une lapalissade. Il se trouve que d'aucuns ont réinventé un petit peu l'eau chaude là ou même l'eau froide, pire, sur le microbiote. Parce qu'on sait depuis maintenant à peu près une vingtaine d'années que la flore intestinale, parce qu'on a changé de nom, mais vous savez, le microbiote, c'est juste la flore intestinale. Que la flore intestinale, en fait, pouvait influer de manière systémique, c'est-à-dire pas simplement au niveau de l'intestin, mais au niveau de l'ensemble de l'organisme. Et en particulier, pouvait influer sur le système immunitaire. Donc oui, bien sûr, puisque le système immunitaire est la cible des immunothérapies, bien évidemment, si on joue sur le microbiote, on va indirectement jouer sur le système immunitaire et donc sur l'efficacité de l'immunothérapie. Maintenant, la belle question, c'est de savoir comment contrôler ça comme un remote control, avec soit des pilules, soit
avec des greffes fécales de telle manière à augmenter l'efficacité des immunothérapie. Et là, il y a quand même des articles récents qui sont sortis qui montrent qu'effectivement, des greffes fécales de patients qui sont sensibles à l'immunothérapie, chez des patients qui étaient insensibles à l'immunothérapie, augmentent la probabilité de succès de ces immunothérapies. Donc oui, c'est intéressant. Merci beaucoup. Alors, toujours sur la notion en fait de combinaison éventuelle, 2 questions. Par exemple, pour des personnes qui ont des cancers du poumon qui répondent à des thérapies ciblées au départ, est-ce qu'on peut imaginer que dans l'avenir, on puisse proposer en association ou par la suite l'immunothérapie à ces patients? Et dans un autre exemple, par exemple, dans les cancers du sein triple négatif, on est vraiment en demande de nouvelles solutions thérapeutiques. C'est clair. L'immunothérapie, bon, il y a des essais, mais on entend parler également d'associations avec des vaccins qui pourraient, vaccinothérapie associée à l'immuno. Enfin, est-ce que vous pouvez, dans ces 2 exemples, nous dire un peu comment ces associations, donc au-delà de plusieurs immunos, ou avec donc radiothérapie, chimio, etc. Est-ce que ces traitements assez ciblés peuvent à l'avenir être aussi des pistes? Bien sûr, mais vous avez tout dit, hein, vous avez tout dit et tout compris, donc j'en suis ravi. Non, bien sûr, il y a le nombre d'essais cliniques. Je ne veux pas dire de bêtises parce que le nombre évolue tellement que j'ai peur d'être sous-estimé. Mais ce sont des centaines et des centaines d'essais cliniques qui ont été lancés depuis l'avènement des anti-PD1, anti-PD1 et anti-CTLA4. Et donc, toutes ces combinaisons sont testées dans différentes catégories de patients. On n'a pas de réponse, malheureusement, encore ferme, parce que je vous rappelle qu'on est en 1925. Mais à l'évidence, les résultats vont venir. On a déjà beaucoup amélioré la prise en charge des patients avec l'immunothérapie et surtout l'utilisation de l'immunothérapie. L'immunothérapie utilisée aujourd'hui, les combos qui existent avec les anti-PD1 sont beaucoup plus maîtrisés par les équipes médicales aujourd'hui qu'elle était il y a encore 2-3 ans. Donc oui, on est dans une phase qui est ascendante. Comme j'ai dit en introduction, on n'a malheureusement pas des réponses à tout. Mais je vous rappelle que l'objectif quand même, c'est de transformer le cancer en maladie chronique. Hein. Je voudrais insister sur ça. Et je voudrais reprendre l'exemple du sida. Vous savez certainement qu'il y a des millions et des millions de personnes qui vivent avec le VIH aujourd'hui. Ça veut dire qu'ils vivent avec le VIH. Okay, qui ne meurent pas de VIH. Dans un temps, vous n'étiez pas né, mais moi j'étais déjà vieux, les gens mouraient du sida. Vraiment. Bon, maintenant, si vous êtes traité convenablement, vous allez avoir une espérance de vie qui est équivalente, encore une fois, comme j'ai dit, aux individus séronégatifs. Donc, il y a eu une amélioration qui est incroyable. Pour autant, il n'y a que 2 patients dans le monde qui sont indemnes, qui ont éliminé le virus. 2 patients. Okay, tous les autres, ils vivent avec le virus. Donc, évidemment, l'objectif, c'est de vivre sans cancer. Mais je pense que l'objectif, c'est de vivre en n'étant pas malade. Et on peut tout à fait imaginer que grâce à l'immunothérapie, on puisse totalement contrôler son cancer et vivre avec longtemps et dans de bonnes conditions. Et d'ailleurs, c'est ça qu'on voit. Hein, et donc, c'est quand même une piste, je pense, intéressante et une réflexion à mener qui n'est pas aussi facile que ça à entendre quand on est directement touché par la maladie, mais qui est très porteuse d'espoir quand vous y réfléchissez. Très porteuse d'espoir. Parce que ce qu'on veut tous, nous qui investissons notre vie au service des patients, c'est que les patients ils soient en bonne forme le plus longtemps possible. Okay, et peut-être qu'en bonne forme, c'est contrôler son cancer. C'est peut-être l'occasion que vous nous disiez ou rappeliez que ces nouvelles thérapies, elles nécessitent un suivi quand même spécialisé. Ce ne sont pas, on va dire, les mêmes effets. Il y avait des questions sur est-ce que avec une immunothérapie, ça va se passer comme avec une chimiothérapie? Est-ce que je vais perdre mes cheveux? Est-ce que ce sera le même genre d'effet? Voilà, donc c'est assez différent. Et quels sont les grands messages, puisque finalement, ce qui se passe aussi, c'est que c'est des traitements un peu de long cours. Parfois, on va recevoir son traitement j'allais dire, voilà, pendant de longs mois, de plusieurs années, et il peut se passer des choses assez à distance, et assez différents. Donc, quel suivi, en fait, quelles recommandations de suivi? Est-ce que là aussi, il y a des innovations pour mieux connaître ces médicaments?
Évidemment, il y a beaucoup de recherches qui sont faites pour pas simplement s'intéresser à l'efficacité de ces médicaments, mais à leur toxicité. Toxicité à court terme, toxicité à long terme, exactement tout ce que vous venez de dire. Malheureusement, là aussi, j'ai pas de réponse, j'ai pas de scoop à partager avec vous aujourd'hui, malheureusement. Mais sachez que beaucoup d'équipes travaillent juste sur ce point, pour adapter les médicaments existants en monothérapie ou en combo dans le temps à la pathologie et avec, encore une fois, ces biomarqueurs. En fait, ce qui nous intéresse tous, c'est d'avoir les biomarqueurs qui peuvent prédire à l'avance de l'efficacité et de la toxicité aussi des médicaments, de telle manière à les adapter. On est vraiment dans une médecine de précision, médecine personnalisée, et c'est vraiment au cas par cas. Donc, il n'y a pas de règle générale à donner à tous. De toute façon, les immunothérapies sont largement développées maintenant en dehors des grands centres, mais ma recommandation générale, là par contre, et toute personnelle, je parle en mon nom propre, c'est que si vous êtes atteint de ce type de pathologie, il faut absolument doubler les avis. Ça me paraît absolument fondamental. Et deuxièmement, mais c'est ma démarche personnelle, aller dans des grands centres, parce que les grands centres sont plus à même d'être au fait des essais cliniques qui sont en place et qui peuvent être vraiment source de très très bonnes nouvelles pour les patients, à la fois du point de vue de l'efficacité comme celui de la toxicité. Mais juste pour répondre à la question sur est-ce que je vais perdre mes cheveux, etc., bien évidemment que non. La raison pour laquelle on perd ses cheveux sous chimiothérapie, c'est parce que les agents chimiothérapeutiques, malheureusement, ne sont pas uniquement ciblés contre les cellules tumorales. Ils vont en fait attaquer toutes les cellules qui prolifèrent. Donc les cellules de l'intestin, les cellules des épithéliums de manière générale, aussi au niveau du poumon, au niveau de la bouche, on sait très bien, pour ne citer que ces effets secondaires-là qui sont vraiment très handicapants. Et donc, un des caractères les plus évidents pour tout le monde, mais clairement le moins handicapant, c'est la perte des cheveux. Hein. Mais il n'y a aucune raison d'avoir la perte des cheveux avec l'immunothérapie, vu que le mode d'action est totalement différent. Alors, en fait, on peut peut-être ouvrir sur le fait qu'il y aura d'autres. Déjà, on peut retrouver certains replays de conférences, parce qu'il y a pas mal de questions voilà, qui sont encore un peu en suspens pour certains. Ensuite, on va donc avoir une autre conférence à venir avec d'autres réponses sur les applications de ces immunothérapies. Je vois qu'il y a des questions aussi sur tout ce qui est Covid. Donc, il y a la Ligue contre le cancer qui propose très prochainement une conférence cancer et Covid, mais du coup, on a quand même une question très précise qui est de dire, est-ce que pour les patients qui étaient sous immunothérapie, il y a eu des différences, par exemple, de vulnérabilité face à la Covid, mais peut-être globalement par rapport à d'autres agents. Mais surtout, c'est l'occasion de vous poser la question qui est pour les patients aujourd'hui, c'est que si je démarre bientôt une immunothérapie, par exemple, est-ce qu'il faut que je sois vaccinée avant? Est-ce que je peux être vaccinée pendant? Ça génère aussi beaucoup d'interrogations quand on joue sur le système. Bien sûr. Alors là, de manière générale, il faut que tout le monde se vaccine et les patients qui vont rentrer dans une thérapie ne sont pas une exception à ça. Il n'y a pas de contre-indication à la vaccination, en tout cas avec les vaccins qui sont disponibles à l'heure actuelle, en particulier les vaccins ARN. Et sinon, pour répondre à votre question, est-ce qu'il y a plus de sévérité de la COVID-19 chez les patients qui sont atteints de cancer? En fait, ce n'est pas forcément parce qu'ils sont atteints de cancer, c'est parce que c'est partie d'une comorbidité. On sait très bien que les comorbidités sont un facteur favorisant du développement de pathologies sévères liées à COVID-19. Donc là aussi, c'est vraiment patient dépendant. Je retiendrai en fait aussi votre message qu'on est vraiment une médecine de plus en plus personnalisée, que pour les patients qui nous écoutent et les proches qui nous écoutent, il y a finalement des temps diagnostiques, des temps où on va rechercher à préciser quelle maladie, qu'est-ce qu'on va faire, où nous on attend en fait en tant que patient assez longtemps avec souvent de l'anxiété, mais quand on vous écoute, on comprend bien que c'est de nouvelles clés pour des traitements qui vont être les plus adaptés possibles aux situations de chacun. Et même si on a a priori le même nom de maladie, c'est pas pour autant qu'on sera soigné forcément de la même façon. Je crois que ça fait partie aussi des nouveaux messages, un peu compliqués pour les patients quand même, mais qu'on va aussi creuser dans les prochaines conférences. Voilà, qu'avec Oriane, on va pouvoir continuer à proposer dans les semaines à venir. Très bien. Bon.
Merci infiniment, professeur Vivier. Merci à vous, j'espère que c'était compréhensible. Eh bien, écoutez, on a plein de messages. Merci pour vos réponses, etc. Il y a un questionnaire que vous allez recevoir, donc n'hésitez pas à répondre. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci. Oui, donc ça avait l'air compréhensible et très apprécié. Merci infiniment. Rendez-vous le 25 mai à 18 h cette fois pour les applications en thérapeutique, donc avec d'autres cliniciens, poumons, DIGE et notamment quelqu'un qui s'occupe d'une équipe de suivi, mise en place de suivi de patients, donc en termes d'efficacité et de tolérance. Merci infiniment, très bonne soirée à tous et merci beaucoup, professeur Vivier. Au revoir. Bonne soirée, Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.